La pluie tambourinait contre les vitres de l'hôpital Saint-Louis quand Camille Moreau termina sa garde de nuit. Épuisée, elle avait accompagné Madame Dubois dans ses derniers moments, tenant sa main ridée jusqu'au dernier souffle. À 28 ans, Camille avait appris que la mort n'attendait personne, mais elle n'imaginait pas que sa propre vie allait basculer dans les heures suivantes. Elle poussa la porte de la maison familiale de Neuilly vers 8 heures du matin, espérant un café chaud et quelques heures de sommeil. Au lieu de cela, elle trouva sa mère Françoise dans la cuisine, rayonnante, en train de compter des liasses de billets sur la table. À côté d'elle, son frère Antoine, 25 ans, affalé dans sa chaise habituelle, un sourire satisfait aux lèvres. « Ah, Camille !» s'exclama Françoise sans lever les yeux des billets. « Parfait timing. J'ai une excellente nouvelle. » Le cœur de Camille se serra. Les « excellentes nouvelles » de sa mère finissaient toujours mal pour elle. Elle remarqua les documents éparpillés, actes de vente, relevés bancaires, signatures fraîches. « J'ai vendu la maison de Provence. 300 000 €, annonça Françoise en tapotant les billets. Et j'ai décidé de tout donner à Antoine. Il en a plus besoin que toi. » Le monde de Camille s'effondra. Cette maison, son père Pierre la lui avait léguée avant sa mort, il y a 3 ans. C'était son héritage, son seul souvenir tangible de l'homme qu'il avait vraiment aimé. « Maman ?» Sa voix trembla. « Cette maison était à moi. Papa me l'a laissée dans son testament. » Françoise leva enfin les yeux, et Camille y lut quelque chose qu'elle ne put identifier, de la cruauté pure. « Ton père est mort, Camille. C'est moi qui décide maintenant. » Elle se leva, dominant sa fille de toute sa hauteur. « Et ma décision est prise. Antoine mérite cet argent. Lui, au moins, il va faire quelque chose de sa vie. » Antoine ricana depuis sa chaise, désolé, sœurette. « Mais maman a raison. Toi, tu te contentes de changer des couches de vieux. Moi, j'ai des projets d'envergure. » Camille sentit ses jambes fléchir. Depuis des années, elle se tuait au travail, enchaînant les gardes pour aider financièrement sa famille. Elle payait discrètement les factures médicales de sa mère diabétique, ses courses, même ses sorties au restaurant. Et pendant ce temps, Antoine vivait au crochet de tout le monde, abandonné ses études de commerce pour se chercher. « Maman, j'ai payé tes soins pendant des années. J'ai sacrifié ma propre vie pour... » Assez. Le cri de Françoise résonna dans la cuisine. Ses yeux brillaient d'une colère froide que Camille ne lui avait jamais vue. « Tu es une ratée. Lui mérite mieux que toi. Toi, tu ne laisses rien. Dégage de ma vie. » Le silence qui suivit était assourdissant. Même Antoine sembla surpris par la violence des mots. Camille resta figée, comme si on venait de la gifler physiquement. Ces mots, prononcés par la femme qui l'avait mise au monde. Quelque chose mourut en elle à cet instant. Pas de cris, pas de larmes. Juste une acceptation froide et définitive. « D'accord, maman. » Sa voix était étrangement calme, presque sereine. Elle monta dans sa chambre, prit une valise et y jeta quelques affaires essentielles. En redescendant, elle croisa le regard de sa mère qui comptait toujours l'argent, ignorant complètement sa présence. Sur le seuil, Camille se retourna une dernière fois vers cette maison qui n'était plus la sienne. « Au fait, maman, qui va payer tes factures médicales maintenant ?» Elle referma la porte derrière elle, laissant derrière elle 28 ans de souvenirs et l'illusion qu'elle avait une famille. 48 heures. C'est le temps qu'il avait fallu pour que la vie de Camille bascule de l'inconfort à l'horreur absolue. Elle était assise dans le petit café en face de l'hôpital, sa valise posée contre ses jambes, fixant son téléphone d'un regard vide. Sarah, sa collègue infirmière, venait de lui proposer de dormir sur son canapé quelques nuits, mais Camille savait que ce ne serait qu'un pansement sur une hémorragie. L'écran de son téléphone s'illumina. Un message d'Antoine accompagné d'une photo qui lui donna envie de vomir, lui et sa petite amie Mélodie dans un jet privé, direction les Maldives. « Merci maman pour le voyage de rêve. Vie de rêve #blessed. 300 000 €. Évaporé en une semaine. » Camille ferma les yeux et se força à respirer. Elle avait appelé un avocat le matin même pour comprendre ses droits sur la maison familiale. La réponse avait été un coup de poignard, techniquement,
sa mère avait eu le droit de vendre. Le testament de son père comportait une clause qu'elle n'avait jamais remarquée, permettant à Françoise de disposer du bien, en cas de nécessité financière urgente. Nécessité financière. Alors qu'elle payait toutes les factures de sa mère depuis 5 ans. Son téléphone vibra à nouveau. Cette fois, c'était un relevé bancaire automatique. Camille découvrit avec stupeur que sa mère avait contracté 3 crédits différents en utilisant la maison comme garantie avant de la vendre. Au total, 60 000 € de dettes supplémentaires. Elle savait, murmura Camille dans le vide du café. Elle savait qu'elle allait vendre depuis des mois. Tout prenait sens maintenant. Les demandes répétées de Françoise pour qu'elle signe des papiers administratifs. Les visites mystérieuses d'hommes en costume à la maison. Les coups de téléphone chuchotés. Sa propre mère l'avait manipulé, utilisé, puis jeté comme un Kleenex usagé. Le pire restait à venir. En rentrant à l'hôpital pour sa garde du soir, Camille croisa le docteur Martineau dans le couloir. Son regard plein de pitié lui fit comprendre que les nouvelles avaient circulé. « Camille, j'ai appris pour ta situation familiale. » Il hésita. « Je voulais te dire que tu peux prendre quelques jours si tu en as besoin. » Elle secoua la tête. Le travail était tout ce qui lui restait. Sa seule ancre dans cette tempête. Mais au bout de 3 heures de garde, l'épuisement physique et émotionnel eut raison d'elle. Elle était en train de vérifier les perfusions de Monsieur Leblanc quand ses jambes se dérobèrent sous elle. Elle s'effondra contre le mur, incapable de retenir les sanglots qui montaient depuis 2 jours. Sarah la trouva ainsi, recroquevillée dans la chambre, pleurant silencieusement. « Camille ?» Sarah s'agenouilla près d'elle. « Tu ne peux pas continuer comme ça. »« Je n'ai plus rien, Sarah. » Les mots sortaient dans un souffle. Plus de maison, plus de famille, plus d'avenir. J'ai 36 000 € d'économie. C'est tout ce qui me reste de 28 ans de vie. Sarah l'aida à se relever et l'emmena dans la salle de pause. Camille s'assit lourdement, la tête entre les mains. « Tu sais le plus drôle ?» continua-t-elle d'une voix brisée. « Pendant des années, j'ai cru que si je me sacrifiais assez, si j'étais assez dévouée, elle finirait par m'aimer comme elle aime Antoine. Mais ce matin, j'ai compris quelque chose. » Elle leva les yeux vers Sarah, et son amie fut frappée par le changement dans son regard. La douceur habituelle avait laissé place à quelque chose de plus dur, de plus déterminé. Elle ne m'aimera jamais. Jamais. Et j'ai gâché ma vie à essayer de gagner l'amour de quelqu'un qui en est incapable. Cette nuit-là, dans le petit studio que Sarah avait réussi à lui dénicher, Camille resta éveillée jusqu'à l'aube. Elle regardait le plafond en réfléchissant à sa vie, à ses choix, à cette spirale qui l'avait menée ici. À 5 heures du matin, elle prit une décision qui allait tout changer. Elle sortit de son sac une chemise qu'elle avait prise dans le bureau de son père avant de quitter la maison familiale. À l'intérieur, une procuration financière qu'elle avait signée 3 ans plus tôt pour aider sa mère à gérer ses soins médicaux. Une procuration que Françoise avait oublié d'annuler. Une procuration qui donnait encore à Camille un accès total aux comptes bancaires familiaux. Pour la première fois depuis 48 heures, Camille sourit. Une semaine s'était écoulée depuis la découverte de la procuration. Camille avait passé ses journées à étudier minutieusement les comptes familiaux, découvrant l'ampleur de la trahison. Sa mère possédait 180 000 € répartis sur différents comptes, retraite, assurance vie, livret d'épargne. De l'argent qui aurait dû servir à rembourser les dettes contractées avant la vente de la maison. Ce mardi matin, aux urgences de Saint-Louis, l'alarme retentit. Code rouge, salle 3. Camille accourut et découvrit un homme d'une trentaine d'années, effondré sur une civière, le visage livide. Costume froissé, attaché-caisse renversé, papiers éparpillés au sol. Un AVC mineur selon le diagnostic préliminaire. Monsieur. Elle vérifia le dossier d'admission. Monsieur Blanchard? Vous m'entendez? Thomas ouvrit péniblement les yeux. Même dans ce moment de vulnérabilité, Camille fut frappée par l'intelligence qui brillait dans son regard sombre. Où suis-je? À l'hôpital Saint-Louis. Vous avez fait un malaise dans votre bureau. Vos collègues nous ont appelés. Elle ajusta la perfusion avec des gestes précis et professionnels. Vous êtes avocat, d'après vos papiers?
Thomas hocha faiblement la tête. Spécialisé en succession. Ironique, non? Malgré la gravité de la situation, Camille esquissa un sourire. Il y avait quelque chose de touchant dans cette autodérision. Les examens révélèrent que le stress intense avait provoqué une poussée de tension. Pas de séquelles graves, mais un avertissement sérieux. Thomas devait rester en observation 48 heures. Durant sa garde de nuit, Camille passa régulièrement vérifier son état. Contrairement à la plupart des patients, Thomas ne se plaignait jamais, ne réclamait rien. Il la remerciait simplement d'un sourire discret à chaque visite. « Vous ne dormez pas ?» demanda-t-elle lors de son passage de 3 heures du matin. Difficile de dormir quand on vient de découvrir que la personne qui vous a élevé vous a volé votre héritage. Sa voix était calme, mais Camille perçut la blessure profonde derrière ses mots. Elle s'arrêta net. « Pardon ?» Thomas la regarda intensément. « Ma mère adoptive. Elle m'a recueillie à 12 ans après la mort de mes parents biologiques. J'ai découvert hier qu'elle a dilapidé l'assurance vie qu'il m'avait laissée. 500 000 € évaporés en 10 ans. Quand j'ai voulu lui en parler, il eut un rire amer. Elle m'a jeté dehors. Littéralement. » Camille sentit son cœur se serrer. Cette histoire résonnait douloureusement avec la sienne. « C'est pour ça que vous avez fait ce malaise ? Le stress, l'épuisement, la trahison. Le cocktail parfait. » Il l'observa attentivement. « Et vous ? Je vois dans vos yeux que vous comprenez exactement ce que je ressens. » Camille hésita. Jamais elle ne parlait de sa vie privée avec les patients. Mais quelque chose chez cet homme l'incitait à la confiance. « Ma mère a vendu la maison que mon père m'avait léguée. 300 000 € donnés à mon frère qui les a claqués en une semaine. Quand j'ai protesté, elle m'a dit que j'étais une ratée et m'a chassée de sa vie. » Le silence qui suivit était chargé d'une compréhension mutuelle profonde. « 2 orphelins de famille vivante, » murmura Thomas. Cette phrase simple résumait tout. Ils avaient tous les deux été abandonnés par les personnes censées les aimer le plus au monde. La conversation se prolongea jusqu'à l'aube. Thomas lui raconta sa vie, orphelin à 12 ans, brillant étudiant en droit, construction de sa carrière pierre par pierre. Camille partagea son parcours, fille dévouée, infirmière par vocation, année de sacrifice ignorée. « Vous savez ce qui est le plus dur, » confie Thomas. « Ce n'est pas l'argent. C'est de réaliser qu'on s'est trompé sur les gens qu'on aimait. » Camille acquiesça. « J'ai passé ma vie à espérer que ma mère m'aimerait un jour autant qu'elle aime mon frère. Maintenant je sais que ça n'arrivera jamais. » Au moment où sa garde se terminait, Thomas lui attrapa doucement la main. « Camille, accepteriez-vous de dîner avec moi quand je sortirai d'ici ? Pas par pitié ou par reconnaissance. Mais parce que j'ai l'impression d'avoir trouvé quelqu'un qui comprend vraiment. » Pour la première fois depuis des semaines, Camille sentit quelque chose ressembler à de l'espoir naître dans sa poitrine. « Oui, » répondit-elle simplement. En quittant l'hôpital ce matin-là, Camille ne savait pas encore que Thomas Blanchard allait devenir bien plus qu'un simple réconfort. Il allait devenir l'arme secrète de sa vengeance. Car un avocat spécialisé en succession connaît tous les secrets des héritages, et toutes les failles des testaments. 3 semaines s'étaient écoulées depuis leur première rencontre. Thomas et Camille se voyaient chaque soir après ses gardes, explorant Paris comme 2 adolescents découvrant l'amour. Mais contrairement aux couples ordinaires, leurs conversations tournaient autour de stratégies juridiques et de justice familiale. Ce samedi soir, dans le petit appartement que Thomas l'avait aidé à trouver, Camille étalait sur la table tous les documents qu'elle avait rassemblés, relevés bancaires, contrats d'assurance, factures médicales qu'elle avait payées pendant 5 ans. L'addition était vertigineuse, 120 000 € sortis de sa propre poche pour maintenir à flot une famille qu'il avait ensuite jetée. Thomas examina minutieusement chaque papier avec l'œil expert d'un avocat. Soudain, il se figea sur un document particulier. « Camille, ce testament de ton père. » Il releva la tête, une lueur d'excitation dans les yeux. « Il y a quelque chose qui ne va pas. »« Comment ça ? » ?»« Regarde cette clause. » Il pointa une ligne spécifique. Elle stipule que la vente de tout bien immobilier hérité nécessite l'accord écrit des 2 héritiers majeurs. Toi et Antoine. Le cœur de Camille s'accéléra. Mais maman a vendu sans mon accord.
Exactement. Cette vente est complètement illégale. Thomas se leva, arpentant la pièce avec l'énergie d'un prédateur ayant flairé sa proie. Ta mère a commis un délit. On peut attaquer cette vente en justice et récupérer la maison. Pour la première fois depuis des semaines, Camille sentit l'espoir renaître. Mais quelque chose de plus sombre grandissait aussi en elle. Une soif de justice qui ressemblait dangereusement à une soif de vengeance. Thomas? Et si on ne se contentait pas de récupérer la maison? Il s'arrêta de marcher et la regarda intensément. Que veux-tu dire? Camille sortit la procuration financière de son sac. J'ai encore accès à tous ces comptes. Légalement. Cette procuration est valide jusqu'à révocation écrite, et elle ne l'a jamais révoquée. Un silence chargé s'installa dans la pièce. Thomas comprenait parfaitement où elle voulait en venir. Tu veux récupérer l'argent qu'elle possède? Je veux récupérer M1 argent. La voix de Camille était devenue ferme, déterminée. 120 000 € que j'ai versés pour ses soins pendant 5 ans. Le reste de ses économies correspond exactement à ce montant. C'est juste de la comptabilité. Thomas s'assit à côté d'elle, prenant ses mains dans les siennes. Camille, tu es sûre de vouloir faire ça? Une fois qu'on franchit cette ligne. Elle a franchi cette ligne en premier. Les yeux de Camille brillaient d'une détermination nouvelle. Pendant des années, j'ai été la fille parfaite, sacrifiant tout pour une famille qui me méprisait. J'en ai fini d'être une victime. Cette nuit-là, ils élaborèrent leur stratégie. Thomas utiliserait ses contacts pour lancer discrètement la procédure d'annulation de la vente. Parallèlement, Camille commencerait à transférer progressivement l'argent de sa mère sur un compte bloqué, par petites sommes pour éviter les alertes bancaires. Une chose encore, dit Thomas en la prenant dans ses bras. Pour te protéger légalement au maximum. Il faudrait qu'on se marie civilement. Rapidement. Camille le regarda avec surprise. Tu me demandes en mariage pour des raisons juridiques? Thomas caressa doucement son visage. Je te demande en mariage parce que je t'aime, Camille. Éperdument. Et accessoirement, parce que le secret professionnel entre époux nous protégera si les choses tournent mal. Le lendemain matin, il se rendait à la mairie pour une cérémonie civile simple, avec Sarah et un collègue de Thomas comme témoins. Camille portait une robe bleue simple et un sourire qui cachait ses nouveaux plans. L'après-midi même, elle effectuait son premier transfert, 20 000 € du livret A de sa mère vers un compte d'épargne qu'elle venait d'ouvrir sous son nom de jeune fille. Le motif déclaré, remboursement frais médicaux avancés 2019 à 2024. Antoine, de retour de ses vacances aux Maldives et déjà à court d'argent, commença à harceler Camille par message. Maman a des problèmes financiers. Il faut que tu reviennes aider la famille. Camille sourit en lisant le message. La famille. Maintenant qu'ils avaient besoin d'elle, elle redevenait soudainement de la famille. Elle tapa sa réponse avec une satisfaction sauvage. Désolé Antoine. Comme maman me l'a dit, je ne suis rien. Demande-lui d'utiliser l'argent de la maison pour ses problèmes. Ce qu'Antoine ignorait, c'est que cet argent diminuait chaque jour un peu plus. Et que sa sœur, qu'il avait toujours méprisée, était en train de devenir son pire cauchemar. Le piège se refermait lentement, inexorablement. Et Camille découvrait qu'elle avait un talent inattendu pour la vengeance froide et calculée. 2 mois s'étaient écoulés depuis le début de leur stratégie. Camille avait discrètement transféré 160 000 € des comptes de sa mère, ne laissant que le strict minimum pour éviter un découvert. Parallèlement, Thomas avait lancé la procédure d'annulation de la vente de la maison. Tout se déroulait selon leur plan. Jusqu'à ce mardi matin de novembre où Thomas débarqua dans l'appartement de Camille, le visage livide, tenant une chemise poussiéreuse. Camille? Il faut qu'on parle. Immédiatement. Elle venait de terminer sa garde de nuit et était épuisée, mais l'urgence dans la voix de son mari la réveilla instantanément. Qu'est-ce qui se passe? Thomas posa la chemise sur la table avec des gestes précautionneux, comme s'il manipulait une bombe. En fouillant les archives notariales pour ton dossier, j'ai trouvé ça. Il sortit une enveloppe scellée à la cire rouge. Une lettre de ton père, déposée chez Maître Dubois avec instruction de ne l'ouvrir que si ta mère te trahissait. Le cœur de Camille s'arrêta. Comment le notaire savait que...
Ton père lui avait donné des critères très précis, vente de la maison sans ton accord, rupture familiale violente, ou ta mère te chassant de sa vie. Thomas hésita. Camille, maître Dubois est mort l'an dernier. Son successeur a retrouvé cette lettre en classant les archives. Il me l'a remise hier. Avec des mains tremblantes, Camille brisa le sceau. L'écriture familière de son père dansait devant ses yeux embués. Mais au fur et à mesure qu'elle lisait, son visage changeait d'expression. L'émotion laissait place à l'horreur, puis à une rage froide qu'elle ne se connaissait pas. « Lis à voix haute », murmura Thomas. La voix de Camille trembla en commençant. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que mes pires craintes se sont réalisées. Françoise t'a trahi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle m'a tué. » Un silence de plomb s'abattit dans la pièce. Depuis 6 mois, je soupçonnais qu'elle manipulait mes médicaments cardiaques. J'ai fait analyser mes pilules en secret par un laboratoire privé. Elle triplait les doses, espérant provoquer une crise cardiaque fatale. J'ai tout filmé avec une caméra cachée dans notre chambre. Les preuves sont dans un coffre-fort à la Banque de France, agence Neuilly. Code, ta date de naissance. Camille s'arrêta, incapable de continuer. Thomas prit doucement la lettre et poursuivit. Mais il y a plus terrible encore, ma chérie. Antoine n'est pas mon fils biologique. Il est le fils de François Moretti, l'amant de ta mère. J'ai découvert leur liaison il y a 15 ans, mais j'ai choisi de rester pour toi. Le test ADN est également dans le coffre. Tu es ma seule vraie fille, mon seul héritage de sang. La lettre continuait, mais les mots les plus déchirants étaient à la fin. Ma chérie, j'ai toujours su que tu te sacrifiais pour gagner son amour. Tu passais tes nuits à étudier pour devenir infirmière, tu payais ses factures, tu t'oubliais complètement. Mais elle ne t'aimera jamais comme tu le mérites. Arrête de souffrir pour elle. Tu es parfaite exactement comme tu es. Ma chérie, ta mère m'a tuée avec mes propres médicaments. Mais toi, tu es ma fierté, mon héritage, ma vengeance. Fais justice. Et surtout, arrête de chercher son amour. Tu mérites mieux que ça. Camille s'effondra sur sa chaise, la lettre tremblant dans ses mains. Tout son monde venait de basculer. Sa mère n'était pas seulement une femme cruelle et manipulatrice. C'était une meurtrière. Antoine n'est même pas mon frère? Sa voix était à peine audible. Thomas s'agenouilla près d'elle, la prenant dans ses bras. Camille, je sais que c'est un choc énorme, mais... Elle l'a tué. Camille releva la tête, et Thomas fut frappé par la transformation de son regard. Toute trace de douceur avait disparu. Elle a assassiné mon père pour hériter plus vite et donner l'argent au fils de son amant. Elle se leva brusquement, arpentant la pièce comme une lionne en cage. Pendant des années, j'ai culpabilisé de ne pas assez l'aimer. J'ai pensé que si j'étais plus dévouée, plus parfaite, elle finirait par m'aimer autant qu'Antoine. Mais elle ne pouvait pas m'aimer. Parce qu'Antoine était le fils de l'homme qu'elle aimait vraiment. Et moi, j'étais juste un obstacle. Thomas n'avait jamais vu Camille dans cet état. La femme douce et compatissante qu'il avait épousée était en train de se transformer en quelque chose de plus sombre, de plus dangereux. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant ?» demanda-t-il prudemment. Camille s'arrêta devant la fenêtre, regardant Paris s'éveiller sous ses pieds. Quand elle se retourna, son sourire glaça le sang de Thomas. Maintenant, on va récupérer ces preuves. Et ensuite, on va organiser la confrontation du siècle. Elle ramassa son téléphone et commença à composer un numéro. Qui appelles-tu? Un journaliste que je connais. Il va falloir que le monde entier voie ce qui va suivre. Vendredi 15 novembre, 14h30. Hall principal de l'hôpital Saint-Louis. Camille avait minutieusement choisi le lieu et l'heure. Le hall bondé de visiteurs, de patients et de personnel médical. L'endroit où elle travaillait, où elle était respectée, où sa parole avait du poids. L'endroit parfait pour une exécution publique. Thomas se tenait discrètement près de l'accueil, un attaché-caisse contenant les preuves du coffre-fort. Les documents étaient accablants, analyse toxicologique, vidéo de Françoise manipulant les médicaments, test ADN prouvant qu'Antoine n'était pas le fils de Pierre Moreau.
Mais le plus terrible était les enregistrements audio où Françoise avouait tout à son amant au téléphone. Camille avait configuré son téléphone pour un live Instagram. Elle ne savait pas si quelqu'un regarderait, mais elle voulait que cette confrontation soit immortalisée. À 14h45, elle lança la diffusion en direct. Regardez comment une mère détruit sa propre fille. En quelques minutes, 100 personnes étaient connectées. Puis 1000. Puis 10 000. Françoise arriva en taxi, visiblement paniquée. Ces dernières semaines avaient été un calvaire pour elle. Ses comptes se vidaient mystérieusement, Antoine la harcelait pour obtenir plus d'argent qu'elle n'avait plus, et les huissiers commençaient à sonner à sa porte pour les dettes contractées avant la vente de la maison. Elle aperçut Camille au centre du hall, droite et implacable, entourée d'une foule curieuse. Quelque chose dans son attitude alerta instantanément Françoise. Ce n'était plus la fille soumise qu'elle avait humiliée 3 mois plus tôt. « Camille » cria-t-elle en traversant le hall d'un pas incertain. « Rends-moi mon argent. Je n'ai plus rien. Tu ne peux pas me faire ça. » Sa voix résonnait dans tout l'espace, attirant tous les regards. Les visiteurs s'arrêtaient, formant un cercle autour de cette scène surréaliste. Le compteur du live Instagram explosait, 50 000 spectateurs et ça grimpait en flèche. Camille la regarda s'approcher avec un calme glacial. Quand Françoise fut à 2 mètres d'elle, elle parla d'une voix claire qui porta dans tout le hall. « Bonjour maman. Tu veux récupérer ton argent ? L'argent que tu as gagné en assassinant papa ?» Un silence de mort s'abattit sur l'assemblée. Françoise se figea, le visage livide. « Qu'est-ce que tu racontes ?» Camille sortit une enveloppe de son sac. « Papa savait, maman. Il savait que tu empoisonnais ses médicaments cardiaques. Il a tout filmé. Il a tout prouvé. Et il m'a laissé une lettre pour te confondre. » Elle commença à lire d'une voix forte, chaque mot résonnant comme un coup de marteau. « Ma chérie, si tu lis cette lettre, c'est que Françoise t'a trahi. Mais ce que tu ne sais pas, c'est qu'elle m'a tué en triplant mes doses de médicaments cardiaques. J'ai des preuves vidéo de ces manipulations. » « Arrête » hurla Françoise. « Tu mens. Tu es folle. » Mais Camille continua impitoyablement. « Antoine n'est pas mon fils biologique. Il est le fils de François Moretti, ton amant. Le test ADN est formel. » Antoine, qui venait d'arriver et assistait à la scène depuis l'entrée, s'effondra littéralement. L'homme qu'il avait méprisé toute sa vie, qu'il avait laissé humilier par sa mère, n'était même pas son père. Les commentaires du live explosaient. « OMG. Je pleure. Quelle salope. Justice pour Camille. 100 000 spectateurs maintenant. » L'algorithme d'Instagram poussait la vidéo comme du contenu viral premium. Thomas avança et tendit une tablette à Camille. Sans un mot, elle lança la vidéo que son père avait secrètement filmée, Françoise, dans leur chambre conjugale, broyant méthodiquement des comprimés pour les mélanger aux médicaments de son mari. La foule recula, horrifiée. Plusieurs personnes filmaient avec leur téléphone. La sécurité de l'hôpital tentait de maintenir l'ordre, mais l'ampleur de la révélation sidérait tout le monde. « Non, non, ce n'est pas. » Françoise tentait de nier, mais sa voix se brisait. Face aux preuves accablantes, face à cette foule qui la regardait avec dégoût, elle s'effondrait psychologiquement. Camille releva la tête vers les caméras des téléphones et la sienne, s'adressant directement aux centaines de milliers de spectateurs qui suivaient maintenant le live. « Pendant des années, j'ai cru que j'étais une mauvaise fille. Que si je me sacrifiais assez, si j'étais assez parfaite, ma mère finirait par m'aimer. Mais on ne peut pas gagner l'amour de quelqu'un qui vous considère comme un obstacle à éliminer. » Sa voix se brisa légèrement, mais elle continua, « Mon père m'a écrit, arrête de chercher son amour. Tu mérites mieux que ça. Aujourd'hui, j'arrête. Et je fais justice. » Elle sortit son téléphone et composa le 17 sous les yeux de tous. « Police ? Je souhaite porter plainte pour homicide. J'ai des preuves formelles que ma mère a empoisonné mon père. Je suis à l'hôpital Saint-Louis. » Françoise s'évanouit. Le live Instagram affichait maintenant 2 millions de spectateurs. Les commentaires défilaient si vite qu'ils étaient illisibles. En quelques minutes, des extraits de la confrontation circulaient déjà sur TikTok, Twitter, Facebook.
Quand la police arriva, Camille leur remit calmement toutes les preuves que son père avait rassemblées. Les vidéos, les analyses, les enregistrements audio. Un dossier si complet qu'il ne laissait aucune place au doute. En voyant sa mère emmener menottes au poignet, Camille ne ressentit ni joie ni tristesse. Juste une immense libération. Antoine, effondré sur un banc, la regardait avec un mélange de terreur et de respect. Tu savais tout depuis le début? Non Antoine. J'ai découvert la vérité il y a 3 jours. Mais ça fait 3 mois que je prépare cette justice. Le soir même, #JusticeForCamille était en trending topic mondial. La vidéo de la confrontation atteignait 50 millions de vues en 24 heures. Camille Moreau venait de devenir malgré elle le symbole international de la résistance aux familles toxiques. 18 mois plus tard. Palais de justice de Paris. La salle d'audience était bondée de journalistes du monde entier. L'affaire, Camille Moreau contre Françoise Moreau, était devenue l'un des procès les plus médiatisés de la décennie. La confrontation virale de l'hôpital avait déclenché une vague mondiale de témoignages de victimes de familles toxiques sous le #StopToxicFamily. Camille se tenait droite à la barre, vêtue d'un tailleur noir simple mais élégant. Ces 18 mois avaient achevé sa transformation. La jeune femme brisée d'autrefois avait disparu, remplacée par une femme forte, respectée, devenue porte-parole internationale des victimes de violences familiales. L'enquête avait été méticuleuse. L'exhumation du corps de Pierre Moreau avait confirmé les surdoses répétées de médicaments cardiaques. Les vidéos secrètes, d'une clarté implacable, montraient Françoise manipuler systématiquement les traitements de son mari. Les enregistrements audio révélaient ses conversations avec François Moretti, planifiant l'empoisonnement progressif. Le procureur se leva pour son réquisitoire final. Françoise Moreau a prémédité et exécuté l'assassinat de son époux sur une période de 8 mois. Elle a ensuite spolié sa propre fille de son héritage légitime pour enrichir le fils de son amant. Cette affaire révèle une cruauté familiale d'une rare abjection. Françoise, amaigrie et vieillie de 10 ans, gardait la tête baissée. Ses cheveux avaient blanchi en prison. Son avocat tentait une défense désespérée basée sur des troubles psychologiques, mais les preuves étaient accablantes. Quand vint le moment des plaidoiries de la partie civile, Thomas se leva. Il avait renoncé à une carrière lucrative pour défendre exclusivement les victimes de violences familiales, inspiré par l'histoire de sa femme. Mesdames et messieurs les jurés, Camille Moreau n'est pas seulement ma cliente. Elle est devenue le symbole de millions de victimes silencieuses. Pendant des années, elle a sacrifié sa vie, ses économies, son bonheur pour une famille qui la méprisait. Elle a payé 120 000 € de frais médicaux pour une mère qui planifiait son empoisonnement. Il marqua une pause, laissant les mots résonner dans le silence de la salle. Françoise Moreau n'a pas seulement tué son mari. Elle a tenté de tuer l'âme de sa fille. Mais Camille a survécu. Et aujourd'hui, elle représente l'espoir pour tous ceux qui subissent la tyrannie familiale. Le verdict tomba après 3 heures de délibération, 12 ans de réclusion criminelle pour homicide volontaire aggravé, plus les dommages et intérêts. Françoise s'effondra en entendant la sentence. Camille, elle, ne ressentait aucune satisfaction. Juste une immense lassitude et le soulagement de voir enfin la justice rendue. À la sortie du tribunal, Antoine l'attendait. Ces 18 mois avaient été dévastateurs pour lui aussi. La révélation de sa fausse paternité, la découverte que l'homme qu'il avait méprisé était celui qu'il aimait le plus, l'effondrement médiatique de sa famille. Il avait sombré dans l'alcool et la drogue avant de toucher le fond. Camille. Sa voix était rauque, brisée. Je sais que j'ai été un salaud avec toi. Je sais que je ne mérite rien. Mais, est-ce que tu pourrais me donner une chance de me racheter? Il était méconnaissable. Amaigri, les yeux cernés, mais pour la première fois de sa vie, sincèrement humble. J'ai tout perdu. Ma mère, ma famille, mon identité. Mais j'ai compris quelque chose. Papa? Pierre? Il se corrigea, les larmes aux yeux. Il était le seul qui m'aimait vraiment malgré tout. Et moi, je l'ai laissé mourir en le méprisant. Camille l'observa longuement. Elle pouvait voir la souffrance authentique dans ses yeux, la culpabilité qui le rongeait. Antoine, papa t'aimait comme son fils. Peu importe ton ADN.
Mais si tu veux vraiment te racheter, ça ne sera pas avec des mots. Elle sortit une carte de visite de son sac. J'ai créé une association d'aide aux victimes de violences familiales. La Fondation Pierre Moreau. Si tu es sérieux, tu peux commencer par aider les autres à s'en sortir. Bénévolement. Antoine prit la carte avec des mains tremblantes. Tu me donnes vraiment une chance? Je te donne la chance que papa t'aurait donnée. À toi de la saisir. 6 mois plus tard, Camille récupérait officiellement la maison familiale de Provence et l'intégralité de l'héritage paternel. Au total, après les indemnisations et la restitution, 500 000 € et la propriété familiale. Mais plus important encore, elle avait récupéré quelque chose d'inestimable, sa dignité et sa liberté. La maison de Provence était maintenant transformée en centre d'accueil pour victimes de violences familiales. Antoine y travaillait 12 heures par jour, sobre depuis 8 mois, découvrant pour la première fois de sa vie le sens des responsabilités et la satisfaction de se rendre utile. Un soir, en visitant le centre, Camille le trouva dans le jardin, s'occupant d'un potager qu'il avait créé pour les résidents. « Tu sais, j'ai reçu une lettre de maman en prison aujourd'hui », dit-elle en s'asseyant près de lui. Antoine leva la tête, inquiet. Qu'est-ce qu'elle voulait? Demander pardon. Dire qu'elle réalise enfin le mal qu'elle a fait. Qu'elle regrette tout. Tu vas lui répondre? Camille regarda le coucher de soleil sur les collines provençales, là où son père l'emmenait se promener quand elle était petite. Non. Papa avait raison. Il faut arrêter de chercher l'amour de ceux qui en sont incapables. J'ai trouvé ma vraie famille maintenant. Elle posa une main sur l'épaule d'Antoine. Toi compris, si tu continues comme ça. Pour la première fois depuis des années, Antoine sourit. Un vrai sourire, sans amertume ni calcul. La justice était enfin rendue. Mais plus que la vengeance, Camille avait trouvé la paix. 2 ans plus tard. 15 juin 2026. Maison familiale de Provence. Les jardins de la propriété étaient méconnaissables. Là où autrefois poussaient quelques rosiers négligés s'épanouissait maintenant un paradis de lavande et d'oliviers centenaires. La Fondation Pierre Moreau avait transformé les lieux en un havre de paix pour les victimes de violences familiales, accueillant plus de 200 personnes par an. Ce matin-là était particulier. Camille se préparait dans l'ancienne chambre de son père, face au miroir où elle s'était regardée enfant. À 30 ans, elle rayonnait d'une sérénité qu'elle n'avait jamais connue. Sa robe de mariée, d'un blanc immaculé, flottait autour d'elle comme un nuage. « Tu es magnifique », murmura Sarah en ajustant son voile. « Pierre serait si fier de voir la femme que tu es devenue. » À travers la fenêtre, Camille apercevait les préparatifs dans le jardin. 300 invités étaient attendus, collègues de l'hôpital, bénéficiaires de la fondation, journalistes qui avaient suivi son histoire, et même des célébrités qui soutenaient sa cause. Mais surtout, Antoine était là, impeccable dans son costume, dirigeant l'organisation avec une efficacité qui l'aurait stupéfié autrefois. Sobre depuis 18 mois, il était devenu le directeur opérationnel de la fondation. Son dévouement pour racheter ses erreurs passées forçait l'admiration. Les résidents l'adoraient, et il avait développé des programmes d'aide révolutionnaires. Un léger tremblement parcourut Camille. Pas de nervosité, mais d'émotion pure. Dans 1 heure, elle épouserait Thomas dans ce même jardin où sa mère l'avait humilié 3 ans plus tôt. On frappa doucement à la porte. Antoine entra, visiblement ému. « Camille ? Les invités arrivent. Et il y a quelqu'un qui voudrait te voir. » Il s'effaça pour laisser entrer une femme d'une 60aine d'années, élégante mais marquée par la fatigue. Camille mit quelques secondes à la reconnaître, Françoise. Son sang se figea. Qu'est-ce qu'elle fait ici? Elle a été libérée conditionnellement hier pour bonne conduite, expliqua Antoine rapidement. Elle voulait juste te voir. Te parler. Françoise s'avança timidement, méconnaissable. 2 ans de prison l'avaient brisée. Ses cheveux étaient entièrement blancs, son visage creusé par le remords et la maladie. Camille? Sa voix tremblait. Je sais que je n'ai aucun droit d'être ici. Aucun droit de te demander quoi que ce soit. Mais, je voulais que tu saches que j'ai compris. Enfin. Elle se tordait les mains, incapable de soutenir le regard de sa fille. En prison,
J'ai eu le temps de réfléchir. À ce que j'ai fait. À ce que j'ai détruit. À l'horrible mère que j'ai été. Les larmes coulaient librement sur ses joues. Tu étais parfaite, Camille. Tu as toujours été parfaite. Et moi, j'étais aveuglée par ma liaison, par ma culpabilité, par ma lâcheté. Camille l'écoutait sans un mot, le visage impassible. Je ne demande pas ton pardon. Je ne le mérite pas. Je voulais juste que tu saches que tu es ce qu'il y a de plus beau dans ma vie. Et que je vais passer le reste de mes jours à regretter de ne pas avoir su t'aimer comme tu le méritais. Un silence pesant s'installa. Camille observait cette femme brisée qui avait autrefois été sa tortionnaire. Plus de colère, plus de haine. Juste une immense pitié. Maman, dit-elle finalement. Papa m'a écrit, arrête de chercher l'amour de ceux qui en sont incapables. J'ai arrêté. Et j'ai trouvé ma vraie famille. Elle s'approcha et posa doucement une main sur l'épaule de Françoise. Mais si tu veux vraiment te racheter, aide-nous à la fondation. Aide d'autres familles à ne pas faire les mêmes erreurs. Françoise hocha la tête en sanglotant, incapable de parler. 1 heure plus tard, au bras d'Antoine qui l'accompagnait vers l'autel, Camille rayonnait de bonheur. Thomas l'attendait, plus beau que jamais dans son smoking, les yeux brillants d'amour. Mais au moment où le prêtre allait commencer la cérémonie, Thomas leva la main. Camille, avant qu'on s'engage pour la vie, il faut que je te dise quelque chose. Quelque chose que j'aurais dû t'avouer depuis longtemps. Un murmure parcourut l'assemblée. Camille fronça les sourcils, inquiète. J'ai menti sur les circonstances de notre rencontre. Sa voix tremblait. Mon AVC à l'hôpital n'était pas dû au stress de découvrir la trahison de ma mère adoptive. Il prit une profonde inspiration, les larmes aux yeux. J'enquêtais déjà sur ta famille pour mon cabinet. Des irrégularités dans la succession de ton père avaient été signalées. Je cherchais des cas d'héritage frauduleux. Il s'agenouilla devant elle. J'ai commencé par calcul professionnel, Camille. Mais dès la première conversation, je suis tombé fou amoureux de ton âme pure. De ta force. De ta beauté intérieure. L'assemblée retenait son souffle. Camille le regardait, ébranlée. Pardonne-moi d'avoir commencé dans le mensonge. Mais chaque jour depuis, mon amour pour toi n'a fait que grandir. Tu es la femme de ma vie, et je veux passer l'éternité à me racheter de ce premier mensonge. Camille l'observa longuement, puis un sourire se dessina sur ses lèvres. Thomas, tu m'as aidé à découvrir ma force. Tu m'as soutenu dans ma quête de justice. Tu m'as aimé quand je ne m'aimais plus. Peu importe comment ça a commencé. Ce qui compte, c'est où on en est maintenant. Elle l'aida à se relever et l'embrassa passionnément sous les applaudissements de la foule. 5 ans plus tard, Camille se recueillait sur la tombe de son père, tenant dans ses bras des jumeaux de 2 ans, Pierre et Camille Junior. Thomas était à ses côtés, Antoine poussait la poussette de leur 3e enfant. Papa, j'ai arrêté de chercher l'amour de ceux qui ne savaient pas le donner. J'ai trouvé le mien. Tes petits-enfants grandiront dans l'amour que tu m'as enseigné. La fondation aide des milliers de familles. Même maman travaille maintenant pour réparer ses erreurs. Tu peux reposer en paix. Le mouvement #StopToxicFamily avait inspiré des changements législatifs dans 12 pays. L'histoire de Camille était devenue un symbole mondial. Et dans le petit cimetière provençal, sous le soleil couchant, une famille recomposée par l'amour rendait hommage à l'homme qui avait tout rendu possible par son dernier acte d'amour paternel.